Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à tous en tout cas, bienvenue encore une fois sur Boxbox, sur Splay Sport. J'espère que tout le monde va bien, en tout cas les gens dans le chat, n'hésitez pas à vous installer. Aujourd'hui, voilà, on est parti pour une toute petite émission débrief du Grand Prix de Silverstone qui a eu lieu du coup dimanche dernier en Formule 1. Évidemment, on va revenir sur la victoire de Leclerc, on va parler des Red Bull, on va parler de la situation de Mercedes aussi désormais au classement pilote et au classement constructeur. Enfin bref, on aura quelques petits jeux aussi. Petite surprise aussi pour cette émission, quelques-uns d'entre vous pourront monter avec nous et débattre de certains sujets. Donc voilà, on a très très hâte en tout cas de faire cette petite émission avec vous. En tout cas voilà, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va présenter un petit peu l'équipe qu'on a là. J'ai un sacré line-up, honnêtement pour vous dire. J'ai un sacré line-up, surtout de fans d'Alpine. Bah écoutez Alexandre, déjà je vais te demander de te présenter et de dire comment ça va aujourd'hui. Bah, écoute, ça va, hein, très content d'être là. Grand fan d'Alpine, je pense que ça se voit un peu à la déco, au t-shirt et cetera et hâte de faire cette émission. Trop bien, parfait. Arthur, comment ça va? Ben ça va nickel, écoute, content d'être là, un peu moins content des résultats en F1, mais bon, ça c'est pas grave. Et puis voilà, prêt à décortiquer tout ça. Ça, on en reparlera évidemment, bien sûr. Fatih, évidemment, comment est-ce que ça va? Voilà, ça va super. On a eu quand même un plutôt plutôt bon Grand Prix, plutôt intéressant. Donc honnêtement, même si mon équipe préférée est un peu cata, on est quand même content de la perf globale. Donc voilà. Eh bah écoute, parfait. En tout cas, voilà, bonjour à tous ceux qui sont dans le chat. Il y a Manon déjà qui nous dit soyez gentils avec Mercedes. Voilà, on risque voilà, de parler de Mercedes, d'un petit peu les inquiétudes qui vont avec. En tout cas, voilà, on va passer sur ce premier sujet. Évidemment, donc Charles Leclerc qui s'est imposé sur ce Grand Prix du coup britannique de Silverstone. Toute nouvelle victoire pour lui, première victoire de la saison. Première bonne performance aussi tout au long d'un week-end pour le Monégasque. Alexandre, qu'est-ce qu'on en a pensé de cette victoire de Charles? Et ben, j'en pense que Ferrari a fait une très bonne course, de manière générale, pas que Charles. Lewis qui finit troisième aussi, qui aurait pu finir deuxième voire jouer la victoire. Donc, globalement, le week-end en vrai de Ferrari, moi, il m'a plu. Ils ont été assez rapides et ouais, Charles, rien à dire sur son rythme. Il a parfaitement géré. Ok, parfait. En tout cas, hein, les gens dans le chat, n'hésitez pas à nous donner vos avis, que ce soit sur la course, sur la performance de Leclerc, sur la performance des Ferrari. Si jamais aussi vous voulez monter sur le live, c'est avec très grand plaisir. On peut également débattre avec vous, c'est un grand plaisir. Arthur, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce petit week-end et de la petite victoire de Leclerc? Ben franchement surpris parce que, bah, Leclerc il est pas très, très reconnaissable depuis le début de saison. Souvent battu par Hamilton, chose à laquelle je m'attendais pas du tout et même en n'étant pas spécialement fan de Ferrari, bah, ça fait plaisir de retrouver, un Leclerc à ce niveau-là. Ok, parfait, super. Fatih, quelque chose à rajouter avec la parole de nos deux petits chroniqueurs? Pas vraiment grand-chose à rajouter. On a vu que les Ferrari étaient plutôt performantes en tout cas ce week-end, que ce soit Lewis en première partie et Charles en deuxième partie. On voit vraiment que peut-être il y a une amélioration. On sait que la Ferrari a apporté quelques petites nouveautés. En tout cas, ça fait plaisir. Et on voit que la Mercedes, du coup, n'a pas spécialement plus avancé peut-être sur l'évolution de la voiture. On a un espoir en tout cas pour revoir entre guillemets la performance qu'on a eue au Grand Prix de Silverstone, l'avoir peut-être recommencé aux autres Grands Prix et ça ferait plaisir, je pense, avoir un petit peu de concurrence. C'est ça, exactement. Du coup, on a Manon dans le chat qui nous dit Leclerc impressionnant, pas meilleur moyen de faire taire les médias qui ne faisaient que piailler. Et je n'apprécie pas forcément Leclerc, mais il faut être objectif. Grande performance, meilleure qu'elle Lewis sur tout le Grand Prix à mon sens, en espérant pour lui que ça continue. Moi, je trouve que je suis plutôt d'accord avec cet avis de Manon là. On a vu beaucoup de critiques récemment par rapport à Charles, notamment vis-à-vis de ses mauvaises performances, que ce soit à Monaco, où il a dû abandonner, aussi à Barcelone, où il a eu quelques problèmes en qualif. Voilà, qu'est-ce que vous pensez entre guillemets du momentum? On sait qu'aujourd'hui, Lewis est revenu dans une top forme. Est-ce qu'on pourrait pas avoir entre guillemets le début d'une sorte de grosse bataille en interne pour les deux Ferrari, ce qui présage quelque chose de bien pour la fin de saison? Je pense pas vraiment parce que là, de toute façon, on a vu qu'il y avait une domination des Mercedes. Est-ce que Ferrari va entre guillemets se combattre elle-même? Je pense que pour l'instant, l'objectif, ça va être plutôt de combattre Mercedes. Je ne vois pas vraiment un pilote qui va vraiment. On va mettre un pilote supérieur à un autre. Je
pense que les deux ont leur chance. On a vu quand même un Lewis un peu plus en forme pour ses débuts de saison. Donc à tout moment, Ferrari vont vouloir privilégier Lewis Hamilton, mais en tout cas, on sait que je pense qu'il y aura pas, enfin, il n'y aura pas vraiment de rivalité en interne parce que je pense que l'objectif principal pour Ferrari, c'est déjà de rattraper leur retard et de au moins creuser l'écart avec les McLaren, c'est ce qu'elles font en ce moment. Donc en tout cas, je pense que si à la limite on voit plus de combats en interne, ce sera plus l'année prochaine si la voiture continue à être autant performante. Mmh. Je suis, assez d'accord avec toi, Fatih. On a Équipe dans le chat qui nous dit: «Lewis, son objectif, c'est le top 3 et Charles, son objectif, c'est Lewis». Est-ce que vous êtes d'accord avec son avis? Est-ce que vous trouvez que, justement, Charles essaye de rattraper Lewis ou alors, au contraire, justement, ils font, pour l'instant, jeu égal? Je pense honnêtement qu'il y a pas d'objectif comme ça, que ce soit Lewis comme Charles. Les 2, ce qu'ils veulent faire, c'est tirer le meilleur de la voiture et être le plus rapide. Forcément, quand tu es dans une équipe et que ton coéquipier est compétitif, tu veux le battre. Mais on peut pas dire que Lewis vise le top 3, parce qu'aux dernières nouvelles, Lewis est encore pas loin de Russell au championnat, donc il peut clairement viser plus que la P3. Et Leclerc, bah, c'est pareil, il vise d'être meilleur que Lewis, mais s'il peut aller jouer quelque chose au championnat, il va le faire. Il n'y a pas de Lewis, il est plus fort, donc lui, il vise plus haut, et Charles veut rattraper Lewis. Non, il n'y a pas de ça, je pense. OK. Alexandre, quelque chose à rajouter par rapport à ça? Bah, moi, je suis clairement d'accord avec, Arthur. C'est-à-dire que pour l'instant, il est trop tôt dans la saison pour dire: «Il y en a un qui vise plus que l'autre au championnat». Pour moi, ils font plutôt jeu égal pour l'instant. Donc il faudrait peut-être attendre avant de dire: «On priorise tel pilote», plutôt penser d'abord au championnat constructeur pour Ferrari. Essayer de faire les meilleurs résultats possibles pour les 2 sans se battre et en fin de saison, oui, on pourra se battre, sur la piste pour savoir lequel est le meilleur en fonction du classement. OK, parfait. En tout cas, on a Manon dans le chat qui nous donne un avis qui est assez intéressant. Elle nous dit: «Je pense que Ferrari a aussi une équipe qui croit énormément en ses pilotes et ça doit bien aider. Pas à un seul moment, on a vu Fred Vasseur, cassant envers Leclerc, ni même envers Lewis, quand les performances n'étaient pas là. Disons que même quand les performances ne sont pas au rendez-vous, l'ambiance au niveau du team doit être favorable à l'amélioration. J'ai plus de mal avec la team Mercedes qui a des paroles beaucoup plus dures envers ses pilotes et j'espère que cela ne jouera pas». C'est vrai qu'on a observé quand même ces dernières semaines une sorte de différence de communication entre notamment les radios de, par exemple, de Toto Wolff et de Fred Vasseur. On a vu Toto Wolff assez calme, assez froid à la radio avec notamment Russell ou même Antonelli. Comment est-ce que vous expliquez entre guillemets ces différences de communication et est-ce que pour vous ça peut jouer un rôle justement dans cette course au championnat? C'est sûr, en tout cas, il y a une différence et on peut la voir très clairement. Après, c'est que les objectifs sont différents, donc évidemment, les attentes vont être différentes et du coup, on va réagir différemment. Actuellement, Ferrari, ils ont eu quand même des performances quand même plutôt bonnes, même s'ils ont vraiment eu pas mal de difficultés au début. Donc vraiment, leur objectif, je pense, c'est d'amélioration. C'est l'amélioration, c'est vraiment essayer de chercher les Mercedes, essayer de remonter au classement encore et encore, perfectionner la voiture. Donc je pense que l'objectif pour Fred Vasseur, ça ne va pas non plus de casser ses pilotes parce que l'attente principale, c'est de monter. Donc compliqué de monter au classement si tu descends tes pilotes. Donc voilà, l'objectif est là. Cependant, c'est que Mercedes, l'objectif, c'est la victoire. Et ils ont deux pilotes, même si Antonelli est mieux parti pour la victoire au championnat. On voit quand même que Russell peut être performant à des moments. Donc je pense que là, l'ambiance, elle est peut-être un peu plus piquante parce que là, ça joue un titre. Plus que Ferrari qui plutôt joue le fait de rattraper Mercedes et après jouer le titre. Donc peut-être c'est pour ça que l'ambiance peut varier d'un pas d'œil à l'autre. Ok, parfait. Est-ce que quelqu'un a rajouté par rapport à la réponse de Fatih? Non, on est Bah, moi plutôt... aussi, Bah, Allez, je vas-y pense que Alexandre. c'est aussi un petit peu, sur les teams principaux. C'est-à-dire que d'un côté, on a un Fred Vasseur qui est plutôt quelqu'un d'assez chill, on va dire, avec ses pilotes, qui prend plus le temps de leur parler calmement avant de s'énerver, d'être franc-parler, alors qu'on a un Toto Wolff en face qui est toujours franc-parler avec ses pilotes, qui n'hésite pas à leur rentrer dedans quand il faut, quand ça va pas. Et donc ça fait que, bah, dès le début de championnat, on a une équipe Ferrari qui déjà a moins bien commencé sa saison, qui recommence à remonter, mais avec un discours positif, alors que Mercedes, bah, eux, ils ont un discours plus négatif étant donné qu'ils gagnent moins et que c'est plus franc-parler. Je suis assez d'accord avec toi. C'est peut-être la dynamique aussi des victoires qui joue beaucoup, en tout cas sur le moral du team en général. Arthur, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ou on peut passer à la suite? je pense plus que c'est, comme le disait un peu Alexandre, les deux mentalités des deux équipes et des deux teams principaux qui sont différentes. Toto, il est beaucoup moins dans le social
que peut l'être Fred Vasseur. Je pense qu'on voit un Russell ou Antonelli être autant en désaccord avec les ingénieurs que peuvent l'être Charles et puis Lewis à certains moments. Ils ne finissent pas la saison. C'est quelque chose qui a souvent été vu chez Mercedes, et chez Mercedes, tu travailles pour l'équipe. Là où je pense qu'on est un peu plus ouvert chez Ferrari à dire, c'est nous, on travaille pour les pilotes sont des grands pilotes. On a un septuple champion du monde et puis un très très grand pilote qui n'en a pas encore, donc on les écoute. C'est plus compliqué à faire avec un pilote qui est dans sa deuxième saison et avec un Russell qui pour moi Russell est un peu l'équivalent de Leclerc. Mais voilà, t'as pas cette grande figure de proue qui te fait dire que écouter les pilotes, faut le faire. Ok. D'autant plus où on peut confirmer que c'est vrai que quand on voit Toto Wolff, sa gestion quand il a deux pilotes presque numéro un, parce que je peux qualifier entre guillemets Russell et Kimi Antonelli de vraiment deux pilotes numéro un entre guillemets. Donc on voit qu'il a toujours eu entre guillemets des difficultés à avoir la gestion de deux grands leaders et que on voit qu'il était plus doux quand il avait un bon numéro 2 et un leader et une voiture qui on va dire défonçait tout quoi. Mmh. Assez d'accord avec vous 2. En tout cas, il y a Manon qui nous dit: «Toto traite beaucoup plus ses pilotes comme des enfants, là où Ferrari traite ses pilotes comme des grands pilotes». C'est vrai qu'il y a peut-être une différence de management qui est peut-être notable en tout cas. Je ne sais pas si ça impacte beaucoup en tout cas les performances. Mais voilà, on aura l'occasion d'en reparler en tout cas tout au long de la saison parce que cette saison est encore une fois très, très longue. Et puis on va directement pouvoir passer à, la deuxième partie du coup de ce petit sujet qui est rien ne va plus chez Red Bull. Honnêtement, on a vécu en deux grands prix, deux crashs de Max Verstappen à cause d'un dysfonctionnement de l'aileron arrière. Arthur, toi, je vais te poser la question parce que tu étais sur place à Spielberg en Autriche. Tu étais dans le virage en plus où Verstappen, malheureusement, s'est crashé en fin de Q3. Qu'est-ce que tu en as pensé justement de cette écurie Red Bull? On a vu aussi Max sur certaines vidéos courir dans les bureaux de l'équipe après le Grand Prix de Silverstone. Comment est-ce qu'on juge la situation aujourd'hui chez Red Bull? En fait, c'est dingue parce que je crois que je me rappelle exactement une émission que tu avais mis presque le même titre l'année dernière. Et voilà, l'année d'après, on y retourne. C'est, en fait, on n'apprend pas de nos erreurs et en fait, à chaque fois qu'on fait un truc, il y a une autre chose qui vient et qui redétruit tout ce qu'on avait fait. L'année dernière, on écoutait trop le pilote, on faisait trop ce que le pilote voulait, et puis ça nous conduisait à notre perte. Et puis là, cette année, c'est que justement, on n'écoute pas assez Max, et puis du coup, on fait des choix qui n'ont aucun sens. Après, rien ne va plus, c'est peut-être un petit peu abusif dans le sens où, et ma grande surprise, on a un pilote numéro 2 qui tient énormément la baraque. Hadjar, il est en train de faire ce qu'on n'avait pas vu chez Red Bull depuis très très longtemps, le début de Sergio Pérez globalement. Là où ça va beaucoup moins, c'est pour Max. Et Max, alors est-ce que c'est les nouvelles voitures qu'il a du mal à maîtriser ou est-ce que c'est un sort de ras-le-bol qui fait qu'il conduit plus comme il pouvait conduire avant? Mais c'est clair que du côté de Max aussi, il y a des erreurs. Il est beaucoup moins impérial qu'il pouvait l'être avant. Et puis après, ouais, ce problème d'aileron arrière qui se referme mal et puis qui fait que Max, en deux week-ends, part deux fois à la faute dans un virage rapide, c'est inexplicable. C'est vrai que ça reste quand même, je trouve, quelque chose d'assez dangereux maintenant pour Verstappen, dans le sens où c'est absolument pas lui qui fait l'erreur. C'est vraiment un dysfonctionnement de la voiture et ce genre de faute malheureusement ça peut être assez grave, notamment je pense, par exemple à un circuit sur le Canada, où quand tu arrives, sur la dernière ligne droite du circuit, si ton aileron se ferme pas et que tu spins, bah, tu rentres directement dans le mur des stands. Donc j'ai envie de dire, ça peut vite devenir tr dangereux en tout cas pour le pilote Red Bull. Justement, c'est bien que tu en aies parlé Arthur, mais Alexandre et Fatih, comment est-ce que vous arrivez à analyser ce début de saison d'Isaac Hadjar chez Red Bull? Est-ce que pour vous c'est encourageant? Est-ce que c'est au-delà des attentes? Ou est-ce que justement il doit en faire plus encore? En vrai, là, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas qu'il doit en faire plus. En vrai, il fait déjà pas mal. Après, évidemment, on veut toujours qu'un pilote fasse encore plus qu'il peut. Honnêtement, comme il a dit, Arthur, on ne pourra pas mieux dire, mais vraiment un début quand même plutôt impressionnant, hein, qu'on n'a pas vu ça chez Red Bull depuis longtemps. Depuis du coup le départ de Ricardo, on a enchaîné les pilotes plutôt catastrophiques. Il y avait seulement Perez au tout début où c'était à la limite plutôt avec un potentiel plutôt prometteur.
Mais voilà, en tout cas, Isaac, évidemment, on va le soutenir. On sait qu'on a aussi un côté un peu chauvin, peut-être un côté un peu français, on va dire, allez, lui, il performe bien, voilà. Mais pour rester objectif, et honnêtement, c'est un pilote qui tient la barre. Il est juste derrière Max Verstappen, je crois, au championnat pilote. Donc, il arrive quand même à suivre Max. Alors que pourtant, on connaissait la malédiction de la deuxième place chez Red Bull. Donc honnêtement, c'est un jeune prodige, je pense qu'il faudra suivre, qui sûrement aura l'étoffe d'être un numéro un quand Max Verstappen partira, et on en reparlera peut-être juste après. Mais je pense que avec du coup du temps chez Red Bull, je pense qu'il y a moyen que Isaac devienne un pilote référencé là-bas et qui prend la place de numéro un et qu'il y reste pendant quelques années. Mmh. Donc du coup, un petit peu pour le côté stats, Isaac Hadjar, pointe à la 8e position de ce classement des pilotes avec 52 points, suivi du coup de très, très près par Max Verstappen avec, 76 points, juste devant lui. Donc voilà, une petite vingtaine de points d'écart entre les 2 pilotes. C'est vraiment pas énorme honnêtement quand on compare, la performance de ces 2 pilotes et le génie qu'est Max Verstappen tout simplement sur la piste. Toi Alexandre, qu'est-ce que tu en penses justement? Qu'est-ce que tu as à répondre à Fatih? Mais Isaac Hadjar, il fait un très bon début de saison. Il jouait la victoire sur les premiers Grands Prix. Il a eu quelques soucis mécaniques en début de saison, d'où aussi les 20 points de retard qu'il a sur Verstappen actuellement. Mais même, il fait régulièrement des top 5. À Monaco, il était virtuellement sur le podium avant qu'on annule la pénalité de Gasly. Donc franchement, pour un deuxième pilote Red Bull, où on sait que ça a toujours été compliqué depuis quelques années, depuis le départ de Ricciardo, moi je trouve qu'il s'en sort très bien. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un pilote comme ça. Je rejoins Fatih aussi là-dessus. Ouais. OK, parfait. En tout cas, il y a Manon qui nous dit: «Je pense que le ratio, faute faite par le pilote et faute à cause d'un défaut de la voiture est terrifiant cette saison». C'est vrai que honnêtement, Max Verstappen, c'est très, très rare de le voir faire des erreurs de pilotage. Souvent, quand il y a des erreurs, c'est que voilà, c'est la voiture qui fonctionne mal. On a eu aussi quelques problèmes de direction assistée avec, à Barcelone, si je ne m'abuse, sur la Red Bull. On a eu, énormément de problèmes aussi, sur les départs. Le turbo de Verstappen qui avait sauté à Monaco, lors du départ. Donc voilà, encore une fois, beaucoup de problèmes mécaniques reliés entre guillemets au châssis et au moteur pour la Red Bull cette année. Voilà, des choses à corriger en tout cas pour Red Bull. Arthur, toi qui entre guillemets fidèle supporter de Red Bull, comment est-ce que tu vois cette fin de saison et où est-ce que tu espères en tout cas que Red Bull pourrait finir, je parle évidemment au conditionnel, pourrait finir au classement constructeur. Bah, classement constructeur, j'ai presque envie de dire que la quatrième place, elle est déjà un petit peu assurée, dans le sens où ceux qui sont derrière, c'est Racing Bulls et puis Alpine, et je les vois pas revenir. Je pense qu'il faut aussi se dire que Mercedes et Ferrari, ce sera injouable. On ne pourra pas les rattraper à moins d'un écroulement des deux équipes, ou que Pierre Wachelet nous sorte une amélioration aérodynamique qui ne sort de je ne sais où. Euh, McLaren, ça reste à voir. J'ai pas l'impression que McLaren est très très rapide. La voiture m'a pas l'air exceptionnelle. Donc, à mon avis, c'est jouable. Après, encore une fois, ça dépendra des améliorations. Et ça dépendra aussi beaucoup de la duo. Ou alors, je ne sais pas par quel miracle on a le meilleur moteur. Et puis que Mercedes est à plus de 2%. Puis que Ferrari est à 4%. Ça aussi, ça me rend fou. On a le meilleur moteur. Voilà. C'est la première année où on fait le moteur nous-mêmes. Et on a un meilleur moteur qu'on a une aéro. Donc Ouais, c'est ça aussi. Donc, du coup, le nouveau programme ADIO, donc c'est le programme d'aide entre guillemets pour le développement du moteur, parce que comme on a changé de réglementation pardon, depuis cette saison, on a eu évidemment du coup des nouveaux moteurs. Red Bull du coup a décidé de plus se faire fournir par Honda et du coup de produire son propre moteur avec Ford. Et en fait, décision je trouve un petit peu incompréhensible, en tout cas par rapport à ce qu'on voit en course. On voit que du coup, entre guillemets, le moteur Red Bull serait le meilleur de la grille. Sachant que les Mercedes, sur tous les grands prix, sont les plus rapides en ligne droite. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font leurs calculs, mais je trouve ça quand même assez bizarre, ce classement-là. Donc Red Bull ne pourra pas bénéficier d'amélioration sur son moteur cette année. Donc voilà, chose un petit peu incompréhensible pour l'écurie autrichienne. Bah écoutez, en tout cas, on va passer directement au prochain sujet du coup de cette émission. Ça va être un pour ou contre et on va parler des transferts pour l'année prochaine. Parce que comme vous le savez, on va arriver sur ce qu'on appelle la silly season en Formule 1. C'est la partie de la saison où il y a la pause estivale et du coup on va avoir
avoir entre guillemets des transferts qui vont se faire, on va avoir des places qui vont se libérer, on va des pilotes qui vont être transférés. Donc il va falloir surveiller ça de très près et il circule une rumeur dans les paddocks depuis quelques jours que Max Verstappen serait en très très forte négociation avec l'équipe McLaren pour remplacer du coup logiquement Oscar Piastri, sauf écroulement hein, de la relation avec Norris, mais ça m'étonnerait que Norris, on le rappelle, champion du monde l'année dernière, quitte McLaren du jour au lendemain pour Max Verstappen. Donc ce serait Oscar Piastri qui serait contraint entre guillemets de partir de chez McLaren, oui, de chez McLaren, et donc remplacé par Max Verstappen. Alexandre, je vais commencer par toi. Pour ou contre l'arrivée de Verstappen chez McLaren? Et ben, moi, je suis contre, l'arrivée de Verstappen chez McLaren. Non pas que j'aime pas le pilote ou l'écurie, hein, c'est pas ça, mais c'est que d'un côté, tu as Lando Norris qui est champion du monde, l'année dernière, qui est dans l'équipe depuis plusieurs années maintenant. Il connaît les ingénieurs, les mécanos, la voiture par cœur. Et d'un autre côté, on a un Oscar Piastri, il a 20-21 ans, je crois. Il est tout jeune, il est encore en développement. Il commence à s'adapter à la voiture, l'équipe lui fait encore confiance. Donc pour moi, un Verstappen qui a toujours été chez Red Bull, qui a une voiture plus ou moins faite pour lui, enfin jusque-là chez Red Bull, ça va changer d'environnement. La voiture ne sera plus adaptée à ses besoins, à son gabarit aussi. Il devra redécouvrir une nouvelle voiture. Donc moi, je suis plutôt contre une arrivée de Verstappen actuellement. Ok, juste petite précision, je crois que Oscar Piastri, il a 24 ou 25 ans, ou je sais plus, mais je crois qu'il est un petit peu plus vieux que ça, mais voilà, ça reste quand même un jeune pilote, entre guillemets. Ça fait pas longtemps qu'il est en Formule 1, je crois que c'est sa quatrième saison, je dis pas de bêtises, troisième ou quatrième. Fatih, du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses de Verstappen chez McLaren? Est-ce que tu serais pour ou contre? En fait, dans la logique, après, à tout moment, je vais changer d'avis un jour, hein, mais pour l'instant, je suis plutôt contre, hein. Comme il a dit Alexandre, on a encore un Piastri qui est encore prometteur, qui a encore besoin d'être un peu formé, hein, parce que bon, il n'a pas encore l'expérience de Lando Norris. Déjà, il y a aussi le style de management, passer du coup du management de Red Bull au management de McLaren. Je ne sais pas si Max arriverait à supporter entre guillemets le management de McLaren. On a bien vu ce qui s'est passé en 2025 quand il y a eu entre guillemets deux numéros 1, deux leaders dans l'équipe. L'écurie a fait des décisions qui, je pense, si aurait été arrivé à Max, aurait pris un carton rouge si on aurait été dans le football. Je pense qu'il se serait un peu rebellé. Donc déjà, voilà, il y a une voiture qui je trouve, après, ça peut dépendre aussi de l'amélioration et ce que fait McLaren par la suite, mais ne pourrait pas convaincre forcément Max Verstappen. Mettre deux numéros 1, un Lando Norris champion, un Max Verstappen qui, je pense, s'il rejoint une écurie, veut sa place de numéro 1. Donc avoir deux leaders dans la même équipe avec un style de management qui irait plus du coup à Lando Norris et peut-être faire du favoritisme comme 2025, je pense pas que ça irait pour Max. Et en plus, comme Alexandre a dit, on a une écurie qui connaît très bien Lando Norris, qui lui fait entièrement confiance et peut-être va le favoriser sur le plan du coup, de la conception de la voiture et sur les améliorations. Donc, arriver Max dans une nouvelle écurie où on va dire, il connaît personne, je pense pas que ça marcherait. En tout cas, sur le court terme, je ne pense pas que ça marcherait. Et je pense que si on fait ce transfert, peut-être que ça durera 2 ans avant que Max parte ailleurs, quoi. Hmm, ok, compréhensible. Et du coup, je vais finir par toi, Arthur. Qu'est-ce que tu en penses de Verstappen chez McLaren? Je pense que je vais surprendre pas mal de personnes, mais moi je suis pour. Je suis même à 100% pour, honnêtement. En fait, faut comprendre que Max, il est là depuis 2016. Ça fait 10 ans. Il en a vécu des choses avec l'équipe. L'équipe, il n'y a plus personne. L'équipe, elle est décimée. Tout le monde est parti. Son meilleur allié dans l'équipe, il part chez McLaren. Et puis au bout d'un moment, il faut savoir dire stop. Il a eu ses 4 ans de règne où il a gagné des titres, 2025 où il a failli gagner à 2 points près. Et même pour Piastri, pour moi, Piastri, faut qu'il parte. Alors, ça parle d'un échange Verstappen, Piastri et donc Piastri chez Red Bull. Ça, c'est encore un autre débat. Mais Piastri, pour moi, faut qu'il parte parce que il fera jamais numéro 1 chez McLaren. Norris est trop le protégé et pour moi, à part un très très grand talent qui est déjà très établi dans le monde de la F1, il sera indéboulonnable et c'est pas un Piastri qui pourra le faire. Et l'autre raison qui
pour moi, devrait pousser Verstappen à le faire, c'est tout simplement l'entité McLaren. Avec McLaren, tu peux aller en WEC, parce qu'ils arrivent en WEC l'année prochaine, tu peux aller en GT, tu peux aller en IndyCar et Max, bah, c'est ce que Fatih disait. Peut-être qu'il va y aller, le style de management lui plaira pas, puis dans 2 ans, il part. Mais partir dans 2 ans, ça lui va très bien, lui. Si derrière, il peut s'assurer d'aller courir dans d'autres catégories, je pense que ça lui va très bien. Et l'argument du Norris connaît l'équipe lui fait confiance. Je l'ai lu vite fait en diagonale ce que Manon vient de dire, mais je pense que c'est ce qu'elle a dit. Max, tu le mets dans une équipe, c'est comme Lewis. Tu le mets dans une équipe, il sera respecté, puis il sera écouté partout. Tu l'envoies chez Aston Martin, chez Cadillac, chez Williams, chez Ferrari, chez Mercedes, tu l'envoies partout, il sera respecté. C'est plus, alors, c'est plus McLaren qui sera content d'avoir Max que Max qui sera content d'aller chez McLaren. Et la dernière raison, qui pour moi fait que maintenant c'est inévitable que Max partira à voir chez McLaren ou non, c'est que selon certaines sources, et ça je mets au conditionnel parce qu'il n'y a aucune certitude, mais Toto aurait refusé de recruter Max. Donc si même il a été refusé dans une équipe, c'est que pour moi Max cherche à partir et il voudra pas réenchaîner la saison prochaine chez Red Bull. Du coup, pour Moi, compléter. honnêtement, je voulais juste enfin parler un peu à Arthur, parce qu'en vrai, moi j'aurais directement vu Max au lieu d'aller chez McLaren, j'aurais vu directement Max à un moment quitter la Formule 1. Honnêtement, je pense que Max, comme on a vu qu'il voulait bien découvrir d'autres catégories, hein, et on voit qu'à un moment il s'éclate plus en endurance qu'en Formule 1. Donc après, je disais pas du tout que Max devait rester chez Red Bull, et moi je voyais plus en tout cas prendre sa retraite à un moment et partir directement aller en endurance, parce que voilà, honnêtement, en plus, il y a Ford qui est censé bientôt arriver entre guillemets en WEC, donc pourquoi pas avec du coup la filiale Red Bull Ford, alors, entre guillemets, rester, plus faire partie du coup de Red Bull F1 Team, mais partir directement chez Ford, rejoindre un nouveau projet. Donc honnêtement, c'est pour ça, hein, je pense que pas beaucoup de gens le voient rester indéfiniment chez Red Bull, mais plus on aurait peut-être vu autre chose que McLaren et directement un départ de la Formule 1. OK. Bah, écoutez, pour, donner un petit peu de précision parce que du coup Arthur a parlé entre guillemets de «downfall» de Red Bull. C'est vrai que ces dernières années l'écurie pardon s'est vachement fragilisée, dans le sens où ils ont perdu leur fondateur, Christian Horner a été viré de l'équipe. Ils ont perdu aussi, Giampiero Lambiase qui va partir, donc l'ingénieur de course de Max, qui va partir chez McLaren justement en 2027, l'année prochaine si je dis pas de bêtises? Ou l'année Non, d'après? 2028, je crois. 2028, c'est ça. Début de la saison 2028, donc voilà, Max va perdre entre guillemets son ingénieur depuis maintenant plus de 10 ans. Donc voilà, en tout cas, l'équipe est un petit peu en train de se détruire, si je peux me permettre, à petit feu. En tout cas, c'est plus la Red Bull qu'on a connue dans les années 2010 puis au début des années 2020. On a juste Manon du coup qui nous a donné son avis, qui nous a dit: «Perso, je suis relativement pour, que ce soit pour McLaren ou ailleurs. Je pense que le changement d'ambiance ne peut que faire du bien à Max. Ici, on ne parle même plus de performance, mais juste de santé mentale de Max et d'ambiance générale. On sait que partout où Max ira, il sera respecté et valorisé dans une autre team, donc ça peut être que positif, je pense». Alors c'est vrai que ça rejoint très fortement ce que tu as dit du coup Arthur, dans le sens où aujourd'hui je pense que, voilà, c'est pas Max qui a besoin d'une écurie, c'est d'une écurie qui a besoin de Max. N'importe quelle écurie à part Mercedes à la limite qui pourrait se voir, ou alors même Ferrari qui pourrait avoir le luxe entre guillemets de refuser un Max, même si on Ouais. sait que Lewis est en fin de carrière, donc il n'aura pas encore 3-4 ans sous le pied. S'il fait l'année dernière et l'année prochaine et l'année d'après, c'est un miracle. Donc pourquoi pas écouter voir Max en tout cas chez une top team. Je pense que ça lui ferait du bien aussi d'apprendre d'un nouvel environnement, comme ce qu'a fait Lewis en partant de chez Mercedes. On a vu qu'il y a eu une bonne grosse année d'adaptation à l'environnement Ferrari. Puis après, là, ça va mieux avec une voiture qui est plus saine, entre guillemets, pour les pilotes, et plus performante. Donc ça, c'est chouette. Euh, voilà, en tout cas, tous ceux qui sont dans le chat, n'hésitez pas à nous parler de votre avis sur cette question-là. On a Manon, du coup, qui nous donne des précisions par rapport à ça, qui nous dit Lewis est parti de Mercedes aussi parce qu'il ne se sentait plus forcément aussi valorisé qu'avant. Il savait qu'en 2026, Mercedes avait des chances d'être au-dessus et il est quand même parti. Parfois, c'est au-delà de la performance, c'est une question d'appréciation et de valorisation interne et externe du pilote. Alors, je pense qu'elle a totalement raison. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais voilà, c'est sûr que des fois, il y a le feeling aussi du pilote au sein de l'écurie qui conditionne ses choix, en tout cas pour ses choix de carrière. Écoutez, on va pouvoir passer du coup au deuxième pour ou contre de la soirée. C'est le phénomène des sprints. Donc comme vous le savez, les sprints, c'est arrivé au calendrier
en Formule 1 au début des années 2020. Voilà, au début, c'était 3-4 courses dans l'année, donc ça faisait 4 courses sur 20, c'était pas énorme. Aujourd'hui, on est passé à 6 courses sur 24. Et Stefano Domenicali a annoncé récemment qu'il voulait encore augmenter le nombre de sprints par an au calendrier et passer, pourquoi pas, à 9 voire 10 courses sprint par an, donc quasi en fait la moitié des week-ends de Formule 1 composés sous format sprint. J'aimerais bien récolter un petit peu tous vos avis sur ces formats de week-end-là. Qu'est-ce que vous en pensez, Fatih? Est-ce que tu es pour ou contre l'augmentation des sprints au calendrier? Alors honnêtement, c'est juste moi, ça me saoule, hein. Au bout d'un moment, les courses sprint, c'est bien honnêtement. Des fois, on a des courses sprint qui peuvent être pas mal, mais en avoir trop, à un moment, moi, ça me saoule. Je pense même pas toutes les regarder dans l'année, donc en rajouter encore plus, du coup. Voilà, honnêtement, je pense même ça doit épuiser les pilotes à un moment, hein, avoir une course supplémentaire, ce n'est pas rien. Et en plus, c'est encore une augmentation des frais pour les écuries, du coup, pour les trains de pneus, et cetera. Ça doit être aussi, entre guillemets, pour le planning. Je pense que la FI a fait ça pour la thune. À un moment, je pense que c'est pour amener du coup des billets, des entrées en plus. À un moment, en avoir 9, voire 10, la moitié du championnat, avoir une course sprint, à un moment, l'idée des courses sprint était bien, hein, c'est un peu innovant. En avoir trop, à un moment, je pense que le public va être un moment dégoûté, hein. À un moment, qu'est-ce qu'ils veulent? Rajouter jusqu'à 24 courses sprint dans le futur. En tout cas, je suis impatient d'entendre l'avis d'Alexandre et Arthur, mais en tout cas, moi, ça m'emballe pas et je pense même pas toutes les regarder s'ils augmentent, hein. Mmh. Donc du coup, pour apporter un peu plus de précision, donc Stefano Domenicali a appuyé son choix d'augmenter les courses sprint en disant que ça ramenait énormément de monde sur les billets du vendredi, du coup qu'ils étaient à la base en fait une séance destinée qu'à des essais libres. Donc du coup, journée peu intéressante entre guillemets en termes de course pour les spectateurs. Donc du coup, le fait d'avoir ajouté cette qualification-là le vendredi, ça permet en fait aux gens d'être plus hype par le programme de la journée et du coup prendre plus de billets. En tout cas, c'est ce qui s'est constaté à Silverstone cette année. Ils ont vendu 150 000 billets sur le vendredi, comparé à, je crois, moitié moins quasi pour l'année d'avant. Donc voilà, chose qui était quand même assez importante en termes de retombées économiques pour eux. Alexandre et Fatih, qu'est-ce que vous avez à dire justement à propos de tout ça? Bah, moi, je suis un peu comme Fatigue, quoi. Genre, s'il y en a 3-4, c'est vrai que ça fait peut-être pas énormément dans la saison. En mettre 9 ou 10, c'est presque la moitié du championnat. Ça rajoute de la pression pour les pilotes sur le week-end. C'est vrai que du coup, ça fait également plus de coûts pour les équipes. Mais voilà, la FIA, on le sait, que Liberty Media, c'est tout pour l'argent, pour le spectacle à tout prix. Un peu contre les pilotes, à mon goût, en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a plus de risques, plus de pression pour eux. Est-ce qu'ils en ont envie? Pas forcément. Donc je trouve que quand il y en avait 6-7 comme, en ce moment, bah, c'était déjà très bien et pas obligé d'en remettre encore plus. Parce que sinon on va bientôt finir, comme l'a dit Fatih, à 24 courses sprint par saison. Si ça se trouve, on aura 48 courses dans la saison, il y a un moment, faut s'arrêter quand même. Hmm. Assez d'accord avec toi, ouais, Alexandre. Qu'est-ce que tu en penses, Fatih? Arthur, pardon. Non. Bah, je vais être un peu contre tout le monde, dans le sens où je suis ni pour ni contre. Dans le sens où, dans le format actuel des sprints, autant juste les enlever. Ça ne sert à rien. C'est une petite course avec une petite qualif, donc ça te fait 2 week-ends en un. Inutile. Maintenant, si tu reviens au format de 2021 où le résultat de la sprint te donnait la grille de la course, pourquoi pas. Si tu veux faire comme en F2 et en F3 où tu as une certaine partie de la grille qui est inversée, les 10 ou les 12 premiers, pourquoi pas. Mais il faut qu'il y ait un intérêt. Alors j'entends ça rajoute du monde le vendredi. C'est vrai que quand tu as 2 séances d'essai, il y a personne dans les tribunes. Voilà, j'y étais au Red Bull Ring le vendredi en essai libre, t'as pas grand monde, hein. Le circuit, il est pas bien rempli. Contrairement au samedi et au dimanche où c'est vraiment rempli. Donc ça, je peux l'entendre. Forcément, ça fait de l'argent, mais il faut aussi avoir un intérêt sportif. Là, il n'y a aucun intérêt sportif avec les sprints actuels. Donc plutôt que en ajouter, pourquoi pas, mais tu changes le format. Soit tu fais comme dans les formats de promotion, soit tu reviens au système de 2021. Mais pas juste avoir deux week-ends, enfin deux grands prix en un week-end.
OK, hyper intéressant en tout cas, tous vos avis. Il y a Manon qui nous dit, pour les sprints, je pense qu'il faudrait, savoir aussi écouter les acteurs du sport lui-même, en tout cas les pilotes. Si les pilotes apprécient ce format, on pourrait accepter, mais sans forcément être emballé. Mais là, il faut voir la vérité en face. Il y a pas un pilote ces derniers temps qui s'est réjoui d'un week-end de sprint. Garder les sprints, c'est bof, en ajouter, c'est, absolument pas conseillé. Elle nous dit également: «Je suis d'accord, la reverse grid, ça pourrait être vraiment top, au moins à essayer. Mais encore une fois, ce serait bien d'écouter les intéressés qu'on consulte très peu pour ce genre de choses finalement. C'est vrai que du coup, on a l'impression aujourd'hui que c'est vraiment les pilotes sont des petites marionnettes en fait pour Liberty Media et que on ne prend pas forcément leur avis en compte, que ce soit sur les formats, sur les courses, même les conditions dans lesquelles ils peuvent rouler. Par exemple, on va faire un débat un petit peu parallèle, mais mettre une sprint à Singapour où on sait que c'est un des circuits les plus difficiles de la saison parce que physiquement il fait super chaud, il fait super humide. Dans les nouvelles voitures, ça va être hyper compliqué. Les pilotes, ils ont jamais roulé sur ce circuit encore, donc va falloir faire. Enfin, ils ont jamais roulé avec ces voitures sur ce circuit, donc ils vont devoir faire énormément de tests pour avoir des infos. Et justement aussi les week-end sprint, ça limite aussi cette période d'essai libre qui en fait empêche les pilotes d'avoir certaines infos pour la course, pour la qualif. Donc voilà, est-ce que c'est une bonne idée de faire une sprint à Singapour? Je vous pose la question, même si voilà, je pense que tout le monde est assez d'accord là-dessus. Bah, après, comme on a dit, hein, si on voit pas beaucoup plus de courses sprint et qu'on voit pas l'intérêt à Singapour, comme tu l'as dit, en plus encore moins. Déjà que c'est un week-end déjà qui est extrêmement épuisant pour les pilotes. Juste la course est déjà extrêmement épuisante pour les pilotes. Alors, comme il dit Arthur, en rajouter deux à un moment, je ne vois même pas l'intérêt, hein. Il y a des courses qui ne méritent même pas de sprint. Donc, Singapour encore moins. Hmm. Je suis assez d'accord. Est-ce que vous rejoignez Fatih sur ça? Franchement, totalement. Il y a des circuits, il faut pas mettre de sprint. Le Qatar, déjà le Qatar, c'est quand même aussi pour moi une connerie de mettre des sprints là-bas. Singapour, c'est une connerie. Non, faut limiter. Déjà, dans un premier sens, faut limiter les sprints au Grand Prix où il y a du spectacle. Puis encore une fois, Singapour, désolé de le dire, mais c'est pas le Grand Prix où on a le plus de spectacles en piste. Alors, on a eu des éditions récentes qui étaient assez intéressantes, mais c'était des scénarios assez spéciaux. Euh, mais oui, mais comme le disait Fatih, en fait, déjà on est contre les sprints dans ce format-là. Mais alors des sprints dans des grands prix où, comme Manon disait, il y a des pilotes qui sont en crise d'angoisse, qui sont fatigués, qui perdent des 10 kilos en une course. Pour ça, non, c'est complètement. Enfin, c'est une idée même abjecte en fait. Mmh. C'est vrai que ça peut devenir vite dangereux pour les pilotes, parce que du coup, ils n'auront pas de temps de récup en fait entre la sprint et après la qualif et après le Grand Prix le lendemain. Donc voilà, très compliqué. Alexandre, quelque chose à rajouter sur ce sprint à Singapour? Bah, je les rejoins, c'est-à-dire oui, déjà il faut des circuits où il y a du spectacle. Il faut aussi un circuit où il y a des spectateurs, parce que si c'est un circuit où il y a du spectacle, mais il y a aucun spectateur, il y a aucun intérêt. Et puis des pistes comme Singapour, on sait qu'il va faire chaud, on sait que les pilotes vont en souffrir. Alors les plus jeunes, ils peuvent s'en remettre, mais des mecs comme Fernando Alonso qui ont 44-45 ans, bah, ils peuvent pas s'en remettre physiquement pour le dimanche et ils vont souffrir pendant la course principale. Donc ça n'a aucun intérêt de mettre des courses sprint dans des pays comme ça. Il faudrait mettre ça dans des pays où il fait moins chaud. Mmh. Complètement d'accord en tout cas avec les avis de tout le monde. Bah, écoutez, on va pouvoir revenir du coup à ce Grand Prix de Silverstone, en Grande-Bretagne et je vais vous demander de me sortir 3 flops et 3 tops, sur ce Grand Prix, que ce soit une écurie, que ce soit un pilote, peu importe, voilà. Est-ce que vous avez 3 choses que vous avez retenues dans le bon et 3 choses que vous avez retenues dans le mauvais? On va commencer du coup par toi, Fatih. Alors, honnêtement, je pense qu'un top qui est presque obligatoire, c'est Charles Leclerc, surtout par rapport à la saison du coup, le début de saison qu'on a vécu. Donc, ça va être mon premier top. Après mon deuxième top, j'hésite même à mettre Lewis Hamilton parce que même si bon, la partie course, il n'y a pas eu une domination comme avant, pendant un sprint et pendant les qualifs, il a montré quand même qu'il pouvait être là. Voilà, même si bon, il a pas gagné, il pouvait montrer qu'il était là. Donc, je mettrais déjà les deux Ferrari. Mais après, qu'est-ce que je peux mettre en top aussi? Est-ce que je peux mettre Verstappen? Non, je vais pas choisir Verstappen finalement.
Je mettrais plutôt allez Colapinto parce qu'il y a un dépassement qui m'a plu. Donc en plus une Alpine, ça fait toujours plaisir. Et puisque les deux ont fini dans les ponts, je mettrais Colapinto. Et pour les flops, honnêtement, je pense que je vais mettre mon écurie de cœur parce que bon, à un moment on en a l'habitude. On va mettre Williams. Et après, bah, comme d'habitude, je vais mettre cette fois Verstappen en flop. Pas le pilote en lui-même, mais plutôt son week-end et l'écurie Red Bull. OK, parfait. Du coup, on va demander à l'autre petit fan alpine de cette émission, Alexandre, 3 petits flops et 3 petits tops, s'il te plaît. Alors, déjà en top, moi je vais mettre les 2 Ferrari en 1, les 2 sur le podium. Après moi, tu vois, je vais changer un petit peu mon avis parce que Lewis Hamilton, pour moi, il y a un truc qui lui a un petit peu gâché sa course, même si c'est mérité, c'est les 5 secondes de pénalité, son départ. Pour moi, ça a un petit peu changé aussi sa mentalité, ce qui fait qu'il finit pas 2e, voire qu'il ne finit pas 1er. Ensuite, en deuxième top, j'ai envie de dire un Isaac Hadjar. On sait qu'il est 2e pilote Red Bull, on sait que ce n'est pas un poste simple et pourtant il assume son statut à merveille. Il finit régulièrement dans le top 5. Et en troisième top, j'ai envie de mettre Bortoleto. Il finit 8e avec l'Audi. C'est pas la meilleure voiture, mais quand même, il est quand même là. Il se bat. Encourageant. C'est encourageant. Ouais, c'est encourageant. Et dans les flops, Verstappen évidemment. Antonelli, qui dépasse les limites de piste, qui finit 16e. Et on a senti une stratégie peut-être bizarre avec la safety car, etc. Parce qu'il était seulement 6e alors qu'il avait un super rythme. Et puis en troisième, je vais mettre Williams. La C'est classique. super. En tout cas, je vois qu'Arthur, t'étais pas forcément d'accord avec ce top 3 flop d'Alexandre. Est-ce que tu peux nous parler du tien, s'il te plaît? Je suis ébahi de ce que je viens d'entendre. Mais en top, je suis étonné que personne n'en ait parlé, mais j'ai quand même parlé de Racing Bulls. C'est pour moi un week-end qui a été très bon de la part de l'équipe sœur de Red Bull. Ils confirment leur place en tant que 5e meilleure équipe et meilleure équipe du midfield et de loin. Et là, je vois Manon qui s'indigne et je suis totalement indigné de la même façon, mais Antonelli, c'est un top, mais c'est un top tous les jours. Aujourd'hui, alors je suis désolé parce que je sais que c'est un des pilotes qu'elle aime beaucoup, mais je vais être obligé de le tacler un peu. En fait, Antonelli a montré qu'il a déjà la mentalité d'un champion. Bah, je suis désolé, il parle qu'il a pris des limites de piste. Bah, je suis désolé, mais la voiture, enfin, elle était cassée, quoi. Il a conduit pendant une dizaine de tours avec une voiture cassée, qu'il a tenu en P10 pendant un gros moment, il s'est fait avoir à cause des limites de piste, où je suis désolé, mais ça aussi c'est une aberration, mettre des limites de piste à un pilote qui essaie tant bien que mal de faire tenir sa voiture dans les limites de piste, qui a gagné aucun temps en allant en dehors de la piste, et il se fait avoir à cause de la safety car. Il était en train de mettre du temps à Colapinto, qui soi-disant est un top, avec une voiture qui était cassée, qui ne tournait pas. Il lui mettait du temps. Sans safety car, il lui mettait probablement les 5 secondes et il repartait avec le point. Donc non, je suis désolé, Antonelli, c'est un top. Il fait. Alors oui, bon, forcément, il finit 16e, enfin 15e. Donc c'est pas un bon résultat pour le championnat, mais il a montré qu'il avait la mentalité d'un champion. Et forcément, bon voilà, c'est le vainqueur. Charles Leclerc, c'est aussi un top. Il montre qu'il s'est pas fait totalement avoir par Lewis cette saison, puis qu'il y a encore du Charles Leclerc qu'on connaît. Pour les flops, j'ai un peu plus de mal. Mais je vais être obligé de mettre Red Bull dans l'ensemble. Parce que ça, c'est pareil. Alors, Paty s'est un peu expliqué. Alexandre. En fait, je vais mettre Alexandre en flop aussi. Parce que j'ai entendu trop de choses qui me rendent fou. Mais enfin, mettre Verstappen en flop spécifiquement, voilà, ça me rend fou. Je rappelle que Verstappen, avant qu'il ait son problème d'aileron arrière, il se battait pour le podium. Mais visiblement, jouer le podium, c'est être un flop. Donc, bon, soit. Euh, C'est pour Et ça les autres. c'est pour ça que j'ai préféré Voilà. dire que je parlais pas du pilote en lui-même, mais que je parlais Oui, de. c'est pour ça que toi, je t'ai dit, Fatih s'est expliqué, donc ça va. En autre flop, je mettrais, alors pas forcément pour la course, mais plus pour l'ambiance en ce moment, je mettrais Esteban Ocon. Ocon, ça devient compliqué, ça devient très très dur. Et j'aime autant dire que franchement, avec Camara qui est en F2, alors Camara, Ocon a de la chance, mais Camara est encore un peu immature, fait encore beaucoup d'erreurs et que pour moi,
Il devrait attendre il devrait lui faire une deuxième pige en F2. Mais si Camara était prêt, Ocon saute à la fin de saison. Et ça arrivera pour moi fin 2027. Puis en autre flop, ouais, Williams. Enfin, je suis désolé, Fatih, mais être derrière les deux Cadillacs, c'est pas Oui, non, possible. mais Quand t'inquiète t'es. pas, t'inquiète pas, j'ai l'impression de revenir à des flashbacks de 2019, donc Voilà. C'est rien contre je toi, te Fatih. pardonne. Même moi, je le mets en flop, voilà, t'inquiète pas. Après, Fatih qui nous disait quand même en début de saison, Williams joue le podium. Mais bon, après, ça c'est une Alors, autre alors, histoire. Ça, alors, c'est une autre alors, histoire. oui, alors, Yanis, pour ma défense, l'année dernière, il jouait le podium. Là, il joue pas, tout court. Il joue pas. Je me demande si à certaines courses, il devrait pas plutôt faire autre chose. Tu vois, peut-être entre famille, s'amuser, parce que bon, des fois, ça sert à rien de rouler quand tu es derrière Cadillac. Là, honnêtement, le derrière Cadillac, ça m'a aussi fait mal. Parce que quand tu as une équipe de base qui est connue pour être pas ouf, et que ta propre équipe qui joue les podiums, elle est encore moins ouf que l'équipe pas ouf, ça fait mal au cœur. Donc, je, j'accepte, mon cœur reste fermé, mais voilà. Non, mais surtout, le pire, c'est que, ok, Cadillac est pas ouf, mais Cadillac a une voiture en feu tous les week-ends. Faut quand même le rappeler que Cadillac a une voiture qui brûle tous les week-ends. Et que Ils sont Williams, meilleurs. mais Williams a Oui, réussi à être derrière une voiture qui brûle quand même. Sacré oui, perf. on a Sacré compris que perf. les voitures en Lego étaient carrément meilleures que nos voitures. On a compris. D'ailleurs, on n'a même pas parlé de la course C'est vrai. de Lego où on a eu la première victoire de Fernando Alonso depuis un petit moment et qui va faire plaisir À Garlin. aux fans de l'ancêtre. Donc, voilà, petite victoire. Déjà, belle course et deuxième place d'Ocon. Voilà, là pour Arthur qui dit que c'est un flop, honnêtement, finir deuxième à une course de Lego. C'est vrai que c'était assez My marrant bad. de voir J'avais ces oublié la Lego. course les dos. My bad. Bah après, euh, Fernando Alonso, il y a un peu les track limits hein, quand même sur le dernier virage, je veux pas dire, mais il doit prendre Bah, 5 je pense que secondes tout comme le monde a Antonelli. fait Hein. sa limite, hein. Même le président de la FIA, je suis désolé pour lui, hein. Déjà, tu le vois sur la piste, ça se voit qu'il connaît rien. Au bout de 4 secondes, tu le vois, il est dans le gravier, avec la moitié de la piste. Non, c'était assez marrant, honnêtement, cette parade des pilotes. Ils ont refait comme à Miami l'année dernière, mais cette fois-ci avec des petites cartes individuelles. Donc c'était vachement marrant de voir les pilotes. Bon, ils avaient l'air de s'amuser, en tout cas, c'est le principal. Ça avait l'air d'être un petit peu moins relou que les parades, entre guillemets, classiques. Bah écoutez, merci à tous pour avoir donné vos petits avis. On va passer du coup désormais au dernier sujet de cette émission. Et pourquoi il n'y a pas Arthur? Pourquoi Arthur est parti Je sais pas pourquoi. Arthur est parti. Bon, c'est pas grave. On va dire que Arthur est là et qu'on change le titre voilà, dans l'imaginaire commun. Donc du coup, je vais vous demander juste vos petits pronos pour Spa, un petit podium, voilà, le petit top 3 de Spa. Qu'est-ce que vous voyez gagner quel petit flop aussi, si vous pouvez me glisser un petit flop, ça m'arrangerait. On va commencer par toi du coup, Alexandre. Alors, un petit podium, ça va changer d'habitude, hein. Antonelli, Russell et Leclerc. Et en flop, heu, déjà les Aston Martin évidemment. Et je vois bien un petit Colapinto être un flop monumental à Spa. Je sais pas pourquoi. Et pourtant je suis fan alpine, hein. Ok, pourquoi pas. Écoute, Arthur, qu'est-ce que t'en penses toi? Euh, Petit podium. Bon, je vais pas être innovant non plus, mais un petit peu plus quand même. Je vais dire Russell premier. Pour moi, on va arriver dans une période où j'ai tendance à croire qu'on va avoir un peu le même schéma que l'année dernière avec McLaren, où le pilote un peu jeune, un petit peu fougueux, il va commencer à perdre un petit peu des plumes au titre et que le pilote un peu plus expérimenté va revenir. Du moins, c'est ce que je souhaite à Russell. Donc, je vois Russell l'emporter devant Antonelli. Et puis, ouais, troisième, une des deux Ferrari après laquelle ça dépendra énormément de choses. Disons Lewis pour rester un petit peu dans la continuité de ce qu'on a vu cette saison. Et en flop, écoutez, je vais mettre l'équipe sur un circuit quand même qui demande pas mal de vitesse de pointe et qui demande un bon moteur. Je vais mettre l'équipe qui a apparemment le meilleur moteur. Donc Red Bull pour moi va flop. Mais bon, on remerciera la duo pour nous avoir donné le meilleur moteur et qu'on va réussir à être mauvais sur un circuit qui demande beaucoup de puissance moteur. Écoute, parfait, c'est un taille comme un autre. Et Fatih, du coup, on va finir par toi. Honnêtement, déjà, je remercie Arthur d'avoir pas mis mon équipe en flop. Non, On ça est me fait habitué. plaisir parce qu'honnêtement,
Parce qu'honnêtement, même moi, j'allais la mettre. Donc voilà, au niveau des pronos, je mettrais quand même en P1. Honnêtement, je vois une belle surprise. Et pourquoi pas avoir une victoire d'une autre Ferrari, tu vois, enchaînée de victoires, parce que je suis d'accord avec Arthur qui voit, entre guillemets, Antonelli plutôt du coup moins performé, parce que souvent, quand on a connu, hein, même l'année dernière, quand un petit performe bien au début, bah, il y a toujours un retour de bâton. J'espère pas quand même pour lui, mais voilà. Donc je vois peut-être Hamilton gagner pour essayer de lui faire rappeler que il est encore là, hein, malgré qu'il n'a pas réussi entre guillemets ce week-end à Silverstone. En deuxième, je vois bien Russell. Et en troisième, je garderai du coup Leclerc et mettre Antonelli un petit quatrième. Euh, Honnêtement, prono par contre aussi, je vois Red Bull et Max finir dans le top 10, donc déjà voilà, je suis optimiste. Et aussi au niveau du club, du coup, ben, je sais pas si je choisis mon équipe parce qu'honnêtement, je sais même pas si on pourra faire pire que dernier. Euh, donc honnêtement, je pense que flop, allez, Arthur a mis son équipe, donc je vais mettre la mienne par respect et par soutien. Je vais mettre Williams en tant que flop. Et bah allez, parfait. En tout cas, merci à vous trois d'être passés, en tout cas sur Boxbox, ce petit récap de Grand Prix de Silverstone qui a eu lieu, donc on le rappelle, dimanche dernier. Merci à tous d'avoir été là sur le chat, que ce soit sur TikTok ou sur Twitch. En tout cas, on se revoit très très vite. N'hésitez pas encore une fois à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, Twitter aussi. On a un site où on publie des articles, donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller voir ce qu'on fait. Pour rappel, Splay Sport, c'est un média qui est 100% étudiant, 100% jeune. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à aller voir ce qu'on fait. Moi, écoutez, je vous dis encore une fois merci à tous d'être venus. À très bientôt sur Splay Sport. Moi, je vous dis à plus. Ciao, ciao.